C'est terrible hein, que des gens puissent dire que les intellectuels sont des boulets. C'est terrible d'entendre ça. Avec tous les revers que les Français ont subis depuis 200 ans et plus, précisément à cause des erreurs de leurs intellectuels, je trouve que c'est totalement irresponsable. Il faut vraiment être bête, quoi. Bête de ne pas avoir d'esprit pour écrire ou dire une chose pareille. Alors, je sais bien qu'en termes de bagarre de rue, mes livres ne servent pas à grand-chose. Je l'avoue. Je l'avoue, en termes de bagarre de rue, mes statuts Facebook ne servent pas à grand-chose non plus, il faut le dire, ni mes vidéos non plus, ni les documentaires que j'ai pu faire. Sur ce plan-là, je l'avoue, je dois être moins compétent que certains youtubeurs. Voilà. Mais je crois quand même que le travail qu'effectuent les intellectuels de notre mouvance est indispensable. Je vous prends par exemple, allez, 1914. Là, cette année, on a fêté Verdun, d'une manière un peu curieuse, sous la présidence de François Hollande. Verdun, c'est combien? C'est 300 000 Français qui sont restés sur le carreau, je crois que c'est ça, hein, 300 000. C'est un petit peu plus que les attentats du Bataclan et de Charlie Hebdo. Pour les gens qui sont Charlie, hein. Bon, moi je suis pas Charlie, mais voilà. C'est un petit peu plus, hein. On est d'accord, vous ne pouvez pas traverser la France, le moindre village de France aujourd'hui, depuis 1918, égrène les noms de ses morts sur le monument, hein, en face du cimetière ou à la mairie. Pourquoi est-ce qu'on a fait cette guerre? Dites-le moi. On avait quelque chose à reprocher à l'Allemagne, là? Qu'est-ce qui se passait en 1914 pour qu'on se lance comme ça dans cette guerre? C'était la revanche de 70, c'est ça? Moi, je pense qu'il y avait autre chose. Mais là, c'est un travail d'intellectuel, par exemple, vous voyez? Se bastonner, s'entretuer, s'égorger dans les tranchées, à coups de couteau, de baïonnette, de fusil, c'est une chose. Mais le fait est, c'est que je ne crois pas que les Français aient gagné la Première Guerre mondiale. Je ne pense pas que les Allemands l'aient gagné non plus, ni les Anglais. Le fait est, c'est que, travail d'intellectuel, on a perdu 1 400 000 morts, je crois. 1 400 000 Français sont restés sur le carreau, 1 800 000 Allemands, il me semble. Pourquoi? Pour sauvegarder la République. On est resté en République, est-ce qu'il me semble, hein. Et on a détruit les monarchies européennes. L'Empire d'Autriche-Hongrie, bon, ce n'est pas une grande perte, certes. L'Empire prussien, l'Empire russe est tombé à ce moment-là, et l'Empire ottoman. Voilà. C'est pour ça qu'on a gagné la guerre. C'est pour ça qu'il y a 1 400 000 Français sont morts. Voilà. Et Charles Maurras, que probablement beaucoup parmi vous apprécient, a quand même largement contribué à lancer les troupes de patriotes à l'assaut des lignes allemandes. Rétrospectivement, c'est une petite erreur, et je ne suis pas certain que tout le monde pensait à l'époque. Alors il ne faut pas non plus faire d'anachronisme, hein, évidemment, c'est le premier tard de l'historien, c'est de juger rétrospectivement une époque avec les yeux d'aujourd'hui. Mais en 1940, là, on n'est pas pardonnable. Hein. Tous les gens, parmi les patriotes, je parle de l'extrême droite, parmi les nationalistes français qui poussaient à la guerre contre l'Allemagne, étaient, 70 ans après, on peut les juger, c'était des crétins. Des crétins. Moi, je vous le dis franchement, en 1940, je n'aurais pas été résistant. J'aurais fait partie de ce qu'on appelle vulgairement la collaboration. J'aurais probablement été dans la milice française. Bien qu'intellectuel, hein, vous notez, pour les gens qui n'aiment pas les intellectuels, qu'on est capable aussi de s'engager, et je trouve d'ailleurs qu'en tant qu'intellectuel, qu'un intellectuel, en cas de défaite, doit payer au même titre qu'un simple soldat, qu'un simple milicien. À cet égard, ça ne me choque pas du tout que Brasillac ait été fusillé. Ce qui me choque,
c'est que des ultras qui étaient plus ultras que lui, notamment au journal Je suis partout, ne l'aient pas été, alors que lui, il l'a été. C'était un poète qui, d'ailleurs, ne voulait pas, à partir de 1943, je crois que Brasillac n'avait pas du tout... avait perdu la volonté de faire de la politique. Il avait compris qu'il fallait se mettre un petit peu à l'écart. Mais ça ne me gêne pas qu'un intellectuel soit fusillé pour ses idées, là où des miliciens l'ont pu être, alors même qu'ils n'ont rien pu commettre de répréhensible, si ce n'est défendre leur patrie. Voilà, le travail d'intellectuel est important. Et je pense que lorsqu'on se targue d'être un intellectuel, on ne doit pas se cantonner à des vidéos de bagarre de rue. Alors je sais bien qu'on fait plus de vues avec une vidéo de bagarre de rue ou d'agression qu'avec un documentaire. Je suis le premier à m'en étonner, puisque je vois que des petites vidéos comme la dernière que j'ai pu réaliser en quelques minutes m'a permis de gagner 50 000... il y a eu 50 000 visionnages en quoi? En 4 ou 5 jours, là où mes documentaires qui m'ont demandé entre 3 mois et 1 an ne m'ont permis que de toucher 20-25 000 personnes. C'est frustrant, ça, en l'occurrence. C'est frustrant, mais c'est le travail d'un intellectuel. On ne touche pas la masse du peuple. Alors de me dire, ouais, mais Risset, il est méprisant, il méprise... Non, je ne méprise pas le peuple. Je dis simplement que le peuple, il demande à être conduit. D'ailleurs, vous en êtes tous parfaitement conscients, vous demandez à être conduit, parce que la plupart d'entre vous ne réfléchissent pas. Et ne pensent qu'à travers ce que disent les uns et les autres. Donc arrêtez de mépriser ne méprisez pas les intellectuels. Je parle pas pour la majorité d'entre vous, je parle pour une petite minorité qui a été choquée que je m'en prenne à Boris Lelay en disant qu'il ne faisait pas un travail d'intellectuel, mais qui donnait à ses auditeurs ce que les auditeurs voulaient avoir, c'est-à-dire de la violence et des analyses qui, enfin à mon sens, je vous le dis, je ne suis pas d'accord avec ces analyses, et qui, à mon avis, sont un peu réductrices. Voilà. Puisqu'on est dans ces histoires de guerre, je vous le dis, nos adversaires se vantent régulièrement, très régulièrement, de traverser les siècles là où les civilisations disparaissent. La civilisation sumérienne, babylonienne, perse, grecque, romaine, ont disparu. Ces civilisations ont disparu. Et c'est ce qu'ils disent. Nous, les Juifs, on est toujours là. Alors pourquoi est-ce que ces civilisations disparaissent? Pourquoi est-ce que les Juifs perdurent, traversent les siècles? Eh bien, c'est parce qu'ils vivent par l'esprit. Eh oui, l'esprit est plus fort que la chair, l'esprit est plus fort que le matériel. Et si les Spartiates n'ont laissé aucune trace, c'est bien que leur bravoure, leur âpreté au combat n'était pas suffisante. Je suis désolé, on aime tous les Spartiates face à l'ennemi perse, cette histoire mythologique de 300 Spartiates se battant contre 10 000 Perses ou 100 000 ou 500 000 Perses, on est dans la mythologie, ça n'a plus grand intérêt. Mais cette histoire, oui, peut être fascinante, c'est bien d'exalter l'héroïsme guerrier, mais encore faut-il avoir l'idée derrière. Si vous n'avez pas l'idée, votre héroïsme guerrier ne servira à rien et vous finissez dans les oubliettes. Les Spartiates n'ont même pas laissé de ruines, quoi. Pas de mathématiciens, pas de poètes, pas de philosophes, rien. Ils ont disparu. Les Juifs, ils sont toujours là. Alors nous aussi, on est toujours là, il faut le dire, hein, d'une manière différente, on est toujours là. Ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que si nos adversaires, qui sont 1000 fois moins nombreux que nous, ont autant de place dans notre vie politique, médiatique, économique, financière, c'est qu'ils ont une force en eux, une force spirituelle que nous n'avons pas. C'est ce que je me tue à vous dire depuis 15 ans. Alors, vous pouvez aller chasser les mouches, hein, comme dit Nietzsche, je ne suis pas Nietzsche. Hein. Vous pouvez chasser les mouches, mais elles sont innombrables. Je crois que Nietzsche dit oh, homme supérieur, ne perds pas ton temps à chasser les mouches. C'est moi qui suis anti-nietzschéen qui vous le dis. Et je me permets justement de citer Nietzsche parce que je ne l'apprécie que moyennement. Donc,
ô homme supérieur, ne perds pas ton temps à chasser les mouches. Maintenant, bon, chacun a une constitution différente, physique et psychique différente. Moi, j'ai parfaitement conscience, je crois que je vous le disais tout à l'heure, que mes livres, en termes de bagarre de rue, ne vous apporteront pas grand-chose. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus important que la bagarre de rue. Il y a la formation d'une élite intellectuelle pour mener le peuple et pour éviter de le faire tomber dans les ornières dans lesquelles nous sommes tombés depuis 2 ou 3 siècles. C'est quand même ahurissant, si vous voulez, de voir à quel point on est perdu, quoi. Les Occidentaux sont paumés. Je veux dire, au moins pendant 15 siècles, on a été structuré par le catholicisme. Et je me permets encore d'en parler d'autant plus facilement que je ne suis pas religieux et que j'ai une foi religieuse qui est, il faut le dire, assez limitée, même si j'aime l'idée que Dieu existe. Embellit la Bible. Mais gardez bien ça à l'esprit. Gardez bien ça à l'esprit. C'est l'idée qui mène les hommes. Ce n'est pas la vengeance, ce n'est pas l'orgueil peut-être. Mais si on n'a pas l'idée, si on n'a pas une vision claire de ce que l'on veut, de l'avenir, de l'idéal que l'on propose, pas seulement à la France, mais pour l'humanité entière, on perd la guerre. Et n'oubliez pas que le vainqueur, c'est pas celui qui gagne 1 bataille, 2 batailles, 3 batailles, ou 5 batailles, ou 100 batailles. Le vainqueur, c'est celui qui gagne la dernière bataille. C'est ce que nos ennemis pensent. Ce qu'il faut, c'est avoir une foi aussi forte que la leur. Les musulmans, je suis désolé, ont une foi plus forte que la nôtre. On ne peut pas leur en vouloir pour ça. On peut ne pas les apprécier pour leur comportement chez nous. Ils sont étrangers chez nous. 99%. Ils sont en terrain conquis. Alors évidemment, on peut trépigner, je vous le dis, hein, vous pouvez trépigner autant que vous voulez devant vos écrans d'ordinateur, hein, devant des agressions d'Arabes, de femmes françaises, de femmes blanches. C'est ça qui est terrible, hein, d'ailleurs, c'est que vous vous gargarisez avec ce type de vidéo et ensuite vous trouvez que la vie est moche, quoi. Si vous voulez vivre un peu mieux, arrêtez un petit peu, déconnectez-vous quoi, de ces vidéos atroces. Putain, il suffit qu'une femme blanche se fasse violer à Toronto ou je ne sais où, immédiatement ça arrive sur votre ordinateur. Et vous trouvez que la vie est moche. Arrêtez un petit peu, là. Sortez de vos ordinateurs. Et je voulais rebondir aussi sur cette idée d'islamisation de l'Europe, parce que ça m'a été reproché lors de ma dernière vidéo. J'ai sorti ça comme ça. Je venais de me balader dans Paris, la veille ou l'avant-veille, et je me disais, mais cette société multiraciale, elle est là. Cette société multiculturelle, ce métissage, partout, il est là. Et je vois de violence nulle part. Je vous parle du centre de Paris intramuros. Je sais bien qu'il y a une islamisation dans les banlieues, je ne suis pas aveugle, j'ai vécu pendant 50 ans à Paris, vous n'allez pas m'apprendre la vie. C'est un mot qui m'a peut-être échappé. Ce que je vois plutôt, moi, c'était une chocolatisation de la France. Parce que quand vous écartez de Paris, je ne vous parle pas de Marseille ou de Roubaix, Tourcoing, mais c'est vraiment une invasion d'Africains, de Noirs africains que l'on voit, et je crois qu'ils sont musulmans, mais d'une manière très minoritaire, quoi. Je pense que les Noirs africains sont essentiellement des chrétiens. Ça reste, bon, il faudrait faire des statistiques à ce sujet. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas que l'islamisation de la France, c'est une décadence qui est généralisée, quoi. Donc, voilà. J'entends bien qu'il y a une islamisation par le bas qui s'effectue. Je passe porte de Bagnolet la dernière fois, je vois une mosquée, porte de Bagnolet, côté Bagnolet, vous avez une mosquée qui n'était pas là il y a 15 jours. Vous avez le dôme de la mosquée qui est là. Donc, je n'ignore pas qu'il y a une islamisation par le bas. Je dis simplement qu'au niveau de la tête de nos institutions politiques, il n'y a pas d'islamisation. Il y a une judaïsation, une maçonnisation qui est très perceptible pour les gens qui ont des yeux ou qui peuvent s'acheter des lunettes. C'est extrêmement perceptible, et ce depuis très longtemps. Depuis 1945, évidemment, ça s'est très largement aggravé. À la Révolution française, contrairement à ce que disent certaines personnes, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y avait déjà cet esprit maçonnique universaliste qui était là. Donc la décadence est globale. Et je vous le dis, si vous n'avez pas une perception très claire de ce qui se passe, du fonctionnement, du mondialisme, si vous restez focalisé sur l'islam, je vous le dis, ça va être très facile pour nos pires ennemis de vous trimballer par le bout du nez ou par les oreilles ou par les cheveux et de vous emmener et de vous envoyer faire la guerre contre des musulmans à l'autre bout de la planète. D'où l'importance de se documenter,
de lire, c'est la lecture. Je ne vous parle pas de statut Facebook, hein, je vous parle de livres. Il n'y a aucun diplômé de l'ENA, de Sciences Po, de Polytechnique ou de l'ESSEC ou de HEC ou d'aucune grande école n'a eu son diplôme en visionnant des vidéos sur YouTube et en lisant des statuts Facebook. Il faut structurer votre esprit, c'est fondamental. Nos adversaires lisent des livres beaucoup plus que nous. C'est précisément pour ça que leurs livres, d'ailleurs, sont souvent en tête des ventes, parce que cette petite communauté, que j'appelle petite communauté internationale, lit des livres et se forme intellectuellement. Je vais vous dire un truc encore, ça va peut-être vous choquer, mais c'est une réalité. Quand j'étais prof, je suis resté 3 ans professeur, eh bien, je me suis rendu compte que les juifs ashkénazes avaient l'esprit beaucoup plus délié que les autres. Il pouvait y avoir des blancs qui travaillaient bien, il y en avait aussi des goïs blancs, j'entends. Hein. Il pouvait y avoir quelques femmes noires qui travaillaient pas mal, mais on sentait que c'était qu'il y avait un effort plus important, qu'il y avait un esprit moins délié, disons qu'ils avaient tendance à apprendre peut-être plus par cœur. Quelques filles arabes aussi qui bossaient un petit peu, qui bossaient à peu près correctement, pas beaucoup. Mais le fait est, c'est que chez les Noirs et les Arabes, le niveau est moindre. Le niveau est moindre, et chez les Juifs ashkénazes, le niveau est supérieur. Voilà, c'est comme ça. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est figé Oui, c'est assez figé depuis très longtemps, c'est figé. Ce que je peux vous dire, moi je connais le judaïsme plus que le monde musulman, largement plus que le monde musulman. Sur le judaïsme, bon, je ne veux pas paraître prétentieux, mais j'ai quand même 25 ans d'études derrière moi, et je pense que sur la planète, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent le judaïsme, l'esprit juif, hein, mieux que moi. Je ne crois pas. Hein. Mais bon, sur la religion juive, c'est autre chose, sur le sionisme, c'est autre chose, ce sont différents sujets, parce que c'est quelque chose de très vaste. Mais sur l'esprit juif, je crois m'y connaître peut-être un peu plus que la majorité d'entre vous. Et ce que je sais, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils lisent beaucoup. Ils lisent beaucoup, et beaucoup plus que nous. Et surtout, ils savent où ils vont, ils savent ce qu'ils veulent, ils ont une idée assez claire du monde unifié auquel ils veulent parvenir. Parce que eux, ce qui les obsède, c'est l'unification du monde. La disparition des frontières, le métissage généralisé, parvenir à un monde sans race, sans religion, ou alors avec une religion de prise unique. C'est ça leur objectif. Et nous, qu'est-ce qu'on propose en face? Qu'est-ce qu'on propose pour mobiliser nos militants, mobiliser nos compatriotes et les faire vaincre ce que l'on estime être nos adversaires, que ce soit eux, que ce soit les musulmans, que ce soit l'immigration, que ce soit les républicains, les francs-maçons, etc., etc. Qu'est-ce qu'on propose? C'est ça. Et là, c'est un travail intellectuel. Je ne fais pas seulement un travail de propagandiste sur YouTube. C'est bien la propagande, c'est très bien, mais si vous ne vous cantonnez qu'à la dénonciation de l'islam ou de l'islam et de l'immigration, je vous le dis, un jeune qui en resterait là serait, je pense, serait manipulable. Comme nos jeunes Français de 18-20 ans ont été manipulés en 1914 et surtout en 1940. On leur a dit que les nazis étaient des méchants, qu'il fallait absolument faire la guerre contre eux pour défendre la France, pour défendre la grande nation. Et le résultat, aujourd'hui, est là, c'est que nos adversaires nous ont trimballés, quoi. Trimballés. Quand je vois qu'aujourd'hui on ne cesse d'exalter la geste du général de Gaulle, ça me désole un petit peu, parce que cette popularisation de l'épopée, si on peut dire, du général de Gaulle, nous fait passer à côté de l'essentiel, c'est-à-dire que la race blanche aujourd'hui est en péril, 70 ans après la chute du Troisième Reich, et qu'on s'est gouré de combat, quoi. Je crois que c'est le général Patton qui disait, peu avant de mourir, qu'on s'était trompé de cochon à égorger, quoi. Oui, on s'est trompé. On s'est trompé. Moi, je vous le dis, hein, je vous le répète, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, en 1940, j'aurais pas été résistant. Alors, ça peut peut-être choquer les gens parmi vous. Ma famille était dans la résistance. Du côté des Bretons, c'est clair. Hein, moi, j'ai une lettre, un boulot là, avec un papier signé du général Eisenhower qui félicite, qui remercie mon grand-père d'avoir sauvé la vie d'un aviateur américain. Je crois que je l'ai écrit il y a quelques années. Si j'avais été là, l'aviateur américain, je pense que je l'aurais descendu. Voilà. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a des millions de gens, des millions d'hommes blancs qui sont morts pendant ces 2 guerres mondiales, des dizaines de millions d'hommes blancs qui sont morts. Il faut choisir son camp.
et s'y tenir, et surtout avoir l'idée claire et précise de là où on veut aller. Si, putain, mais si vous n'avez pas clairement conscience, si vous ne regardez que l'islam, que l'immigration, vous êtes les proies des rapaces hein, qui ont l'œil perçant et qui peuvent vous trimballer, quoi. Qui peuvent vous envoyer faire la guerre. On vous envoie faire la guerre en 1999 contre la Serbie. En 2001, on nous envoie faire la guerre contre l'Afghanistan. En 2003, on nous envoie faire la guerre contre l'Irak. En 1991, déjà contre l'Irak, c'est la première fois. Ensuite, en 2011, on nous envoie faire la guerre contre la Libye de Kadhafi. En 2013, on nous envoie faire la guerre contre la Syrie. En 2007, Bernard Kouchner et Bernard-Henri Lévy nous déjà voulaient nous envoyer faire la guerre contre l'Iran. En 2012, je crois, en Tchétchénie, quand la Russie a guerroyé contre les Tchétchènes, ou avant, dans les années 90, et quand il y a eu l'affaire de Géorgie, tous les intellectuels cosmopolites voulaient nous envoyer faire la guerre contre la Russie du président Poutine. Mais si vous n'êtes pas structuré, au nom de la France, de la Marseillaise et du bleu-blanc-rouge, on peut vous envoyer n'importe où. Hein. Ne méprisez pas les intellectuels. C'est vrai que dans le combat de rue, on n'est pas forcément les meilleurs. Hein. Mais il ne s'agit pas de combat de rue, là. Les gens qui nous disent il ne faut pas voir que les causes, c'est-à-dire le judaïsme, la franc-maçonnerie, mais il faut voir aussi les conséquences, à savoir l'invasion migratoire, l'islam, et compare, si vous voulez, en cette métaphore d'un pitbull que lâcherait son maître contre nous. Il faut d'abord se défendre contre le pitbull, mais c'est une image qui est ridicule, quoi. On n'est pas du tout dans le combat de rue, on est dans la pensée. Et le maître qui nous dirige ne lâche pas un pitbull contre nous. Le maître qui nous dirige tient à ce que tout se passe bien, à ce que cette immigration se passe bien, à ce que le métissage se déroule sous nos yeux, et sous nos yeux émerveillés, on puisse voir cette société métisse naître devant nous. C'est ça qu'ils veulent, nos maîtres. C'est ça qu'ils veulent. Ils ne veulent pas lâcher un pitbull contre nous, ils veulent nous tuer. Et ils nous tuent d'abord par l'esprit. Et je vous répète que, à la fin du 19e siècle, je vous l'ai déjà dit, ils ont commencé à attaquer notre religion, en l'occurrence la religion catholique. Après avoir attaqué la religion, ils ne pouvaient pas à ce moment-là, fin du 19e siècle, faire l'apologie de l'homosexualité, comme ils le font depuis une dizaine d'années, pas plus, hein. Même pas une dizaine d'années. La première fois que j'ai vu deux hommes s'embrassant à la télévision, c'était sur Arte, je crois, c'était en 2010, j'habitais à Ivry-sur-Seine à ce moment-là. Ivry-sur-Seine, c'est la zone. Hein. En 2010. Avant, je n'avais pas vu deux hommes s'embrassant à la télévision à une heure de grande écoute, il devait être 20h45, 21h. Et ça m'avait choqué à ce moment-là, quoi. Et depuis 2009-2010, vous avez vu toutes les séries qui font l'apologie de l'homosexualité, féminine ou masculine. Aujourd'hui, on en est au transgenre. Dis-moi, qu'est-ce que l'islam vient foutre là-dedans? Il n'y a pas de musulmans là-dedans. Il y a des gens, comme je l'ai montré dans le documentaire sur l'antichristianisme, qui ne cessent à longueur de semaines, de mois et d'années, de nous inculquer des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Apologie de l'homosexualité, dislocation de la famille patriarcale, immigration, métissage, etc. Qu'est-ce que l'islam vient foutre là-dedans? Vous voulez me le dire? Vous qui êtes focalisé sur l'islam et vous m'accusez d'être obsédé par les juifs. Mais c'est pas l'islam aujourd'hui qui dirige notre système médiatique. Non mais c'est très bien, vous pouvez vous défendre face à des arabes agressifs dans la rue, mais c'est très bien. Mais vous gargarisez de vidéos de violence ou d'agression, je crois que ne fait pas avancer la chose. Et je vous le dis, vous serez aisément manipulable pour les gens qui ne considèrent que ce sujet de l'immigration et de la violence que nous apporte cette immigration, vous serez aisément manipulable précisément à cause de la rage que vous ressentirez contre ces halogènes qui nous méprisent aussi, il faut le dire, qui nous méprisent et qui nous agressent fréquemment, il faut le dire. Ils sont en position de force aujourd'hui dans maintes banlieues, ils se sentent en position de force. Et donc, clairement, le Français, s'il ne se convertit pas, il est obligé de fuir avec sa famille et ses enfants pour éviter justement que les affaires ne dégénèrent davantage. Mais il est fondamental de comprendre le fond du problème. Et j'en viens à quelque chose de très important. Les gens qui m'accusent de ne regarder que le judaïsme. Pourquoi essentiellement, je considère la question juive et d'une manière beaucoup plus annexe la question maçonnique. En tout cas, le mondialisme. Pourquoi j'analyse le mondialisme et que je délaisse la question musulmane? C'est très simple, déjà parce qu'il y a beaucoup de sites, beaucoup de livres qui paraissent sur l'islam. Et j'ai aucune raison de rajouter quelque chose en plus, alors que visiblement on est très bien informé sur la question. Il y a des dizaines et des dizaines de livres qui sont parus ces dernières années sur l'islam et sur l'immigration. Pourquoi est-ce que je rajouterais quelque chose? Ce n'est pas ma spécialité. Et deuxièmement, et c'est beaucoup plus important,
Il y a eu quoi? 11 millions d'électeurs Front National à la dernière élection, à la dernière présidentielle? Sur ces 11 millions d'électeurs Front National, combien croyez-vous qu'il y en a qui sont conscients qu'il y a un problème d'immigration? Eh bien, je vais vous répondre, c'est très simple, à peu près 100%. 100% des électeurs du Front National sont conscients qu'il y a trop d'immigrés en France. Ok? Ok? Pourquoi est-ce que je devrais en plus en rajouter à leur dire, vous savez qu'il y a un problème d'immigration en France, hein? Non, ben oui, on le sait déjà, merci. En revanche, sur ces 11 millions d'électeurs Front National, il y en a peut-être que 1,5% ou 1% qui sont conscients du fonctionnement de la démocratie et du rouleau compresseur mondialiste. Eh bien moi, c'est ces gens-là qui sont peut-être ceux qui ont une conscience identitaire. Bah, certaines personnes, peut-être les plus cultivées, les plus curieux, ce sont ces personnes-là que je veux toucher. Hein, pour essayer de faire qu'au lieu d'être 1,5% ou 1%, il soit 2 ou 3%, afin que notre élite intellectuelle, voire religieuse, je ne sais pas, puisse avoir conscience du danger, du véritable danger qui nous menace, qui est le mondialisme. Et l'islam, l'invasion migratoire, l'islam, c'est une partie de ce qu'est le mondialisme. C'est loin d'être la totalité. On a une analyse plus globale que ceux qui s'attachent uniquement à dénoncer l'immigration et l'islam. Et la plupart du temps, je vous le dis, hein, ceux qui ne voient que la décadence à travers le prisme de l'islam sont quelque part légèrement judaïsés. D'abord, l'immigration, toute l'immigration, c'est beaucoup plus que l'islam. Je suis désolé, mais tous ces Chinois que je vois dans le 13e arrondissement, dans le 14e, dans le 15e arrondissement, dans le 3e arrondissement, dans le 19e arrondissement, dans le nord du 10e arrondissement, les Pakistanais, les Tamouls, j'ai vécu 18 ans rue Caille, 18 rue Caille dans le 10e arrondissement de Paris. C'est le quartier La Chapelle, c'est là où j'ai passé toute mon enfance. Après 1981, en l'espace de quelques années, les Français ont littéralement fui. Aujourd'hui, vous allez dans le quartier, il n'y a plus un blanc, il n'y a plus un commerce français, ce sont des Tamouls. Les Tamouls, ce ne sont pas des musulmans. Donc on doit accepter ça parce que ce ne sont pas des musulmans. Vous qui focalisez sur l'islam, là, regardez, ayez une vision un petit peu plus large et vous verrez que c'est loin d'être le seul problème. Tous ces Antillais, tous ces Africains qui débarquent en France. À Ivry-sur-Seine, en 2010, je suis allé à la caisse d'allocation familiale. Il devait y avoir 150 personnes qui attendaient. Il devait y avoir, sur les 150 personnes, il y avait peut-être 10, 12 Arabes, maghrébins, 3 blancs, j'imagine que les 2 autres c'était des Serbes, un Serbe et un Russe, et un pauvre con comme moi. Tous les autres c'était des Noirs africains. Ils sont musulmans? Certains sans doute, mais pas tous. Quand dans la dernière vidéo je disais qu'il n'y avait pas d'islamisation, je me répète, par le bas il y a une islamisation, c'est évident, je ne suis pas con, je les vois les mosquées, mais il y a une chocolatisation de la France, il y a une africanisation de la France qui est probablement beaucoup plus importante. Et pour nous, le danger, c'est quoi? C'est qu'il y ait une guerre, c'est qu'il y ait des affrontements? Non, c'est les affrontements qui nous sauvent. Et je l'ai dit, et je le répète, le métissage nous tue, cette propagande métisseuse qui nous vient de nos ennemis cosmopolites, elle nous tue, elle nous avachit, elle nous affaiblit. Parce qu'une fois que le sang est souillé, c'est terminé, quoi. Une fois que pardonnez-moi, j'ai un terme qui est peut-être un petit peu dur, mais une fois que le sang blanc a été mélangé, c'est terminé. The game is over. Il faudra peut-être 2-3 générations pour que ça reprenne si le mélange se fait correctement. Mais les métissages nous tuent, vous dis-je, l'islam nous réveille. Parce que s'il n'y avait pas ces musulmans agressifs, je pense qu'on serait déjà mort. Ça serait déjà cuit pour nous, parce que, évidemment, avec les Africains que l'on voit sur tous les plateaux de télévision en train de se trémousser, eh bien, évidemment que le métissage serait encore probablement supérieur à ce qu'il est aujourd'hui. Voilà. Donc, ce qui nous tue, c'est la paix, c'est pas la guerre. C'est pas la guerre. Et quelque part, comme je l'avais dit, et ça a été repris en déformant mes propos, alors on a dit, oui, voilà, Rissen soutient Daesh, Rissen soutient l'islamisation de la France. C'est pas ça mon propos. Je vous dis simplement que l'agressivité des musulmans nous réveille, et peut-être nous réveiller, nous qui sommes tellement avachis, quoi. Alors ne me reprochez pas d'essayer de montrer à mes compatriotes où sont les véritables problèmes. Sinon on vous trimballe, hein, les sionistes, les cosmopolites, ils vous trimballent comme ils veulent. Il va faire la guerre là-bas, un chien. Va faire la guerre contre l'Iran, va faire la guerre contre la Libye. C'est ça l'avenir des Français, crever pour Israël. Putain, moi quand je vais dans les villages, quand je traverse les villages et que je vois ces monuments aux morts,
à tous ces Français qui sont morts entre 1914 et 1918, et je me dis, putain, mais pourquoi ils sont morts, quoi? Pourquoi ils sont morts? Pour conserver, sauvegarder la République française. Hein, vous la connaissez, la chanson La République nous appelle, pour elle un Français doit mourir. C'est ça, vous voulez crever pour la République? Mais moi, c'est pas du tout mon truc. J'ai pas du tout envie de crever pour la République. Tout ça parce qu'il y a des méchants islamistes en Libye, en Syrie ou ailleurs. Ou même pour ceux qui viennent ici. Même pour ceux qui sont chez nous. Je ne crèverai pas pour sauver la République. C'est clair. Et si vous n'avez pas une petite idée de la manière dont il faut s'en sortir, vous risquez, vous, les... j'allais dire islamophobe, mais c'est un terme qu'utilisent nos adversaires, vous qui êtes focalisés sur la question musulmane, vous irez crever pour Israël, comme sont allés crever nos ancêtres entre 1940 et 1945 pour Israël, et comme sont allés crever nos ancêtres en 14-18 pour Israël et la franc-maçonnerie internationale. C'est ça votre objectif? Arrêtez de mépriser les intellectuels, parce que dans votre fort intérieur, vous ne pensez pas par vous-même. Là, je parle pour sans doute une bonne partie d'entre vous qui me regardez. Vous ne pensez pas par vous-même, vous ne pensez qu'à travers ce qu'on vous dit de penser, ce que des intellectuels vous disent de penser. C'est comme ça que ça se passe. Et moi, je vous dis, je vous le répète, en 1940, j'aurais pas été résistant. Je le maintiens, je le dis, et je suis droit dans mes bottes. Hein. Droit dans mes bottes. Pas résistant, pas gaulliste. Ivre de sang et d'orgueil, le peuple souverain s'impose, tirant des sommets de cercueil.